Moi, j'ai commencé à m'engager très jeune, j'avais 16 ans. Ça vient souvent se mettre dans des ruptures et des fractures de vie. L'engagement citoyen, associatif et politique, il est venu au moment même où ma conception de la famille a été complètement changée, en fait. Et j'ai changé aussi de personnalité à ce moment-là, et j'ai entamé cette reconversion l'année dernière, un peu sur un coup de tête. Et en fait, le polyamour est une voie intéressante, bien que très challengeante, pour aller au plus proche de mes besoins. Dans cet épisode, je discute avec Lucille. Épuisée par l'engagement associatif, Lucille imagine un espace qui permettrait à d'autres de ne pas traverser la même chose. Aujourd'hui, c'est vers la cuisine qu'elle se tourne. Ensemble, on discute de santé mentale, de sa quête professionnelle mais aussi personnelle et de son cheminement vers le polyamour. Autrement dit, une quête de soi à tous les niveaux. Bienvenue sur Enquête. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je suis une jeune active et je reviens sans cesse questionner mon quotidien et mes souhaits pour l'avenir. Afin de m'éclairer, j'ai décidé d'échanger avec des personnes qui remettent en question leur parcours et opèrent des changements. Si vous aussi, vous êtes en quête de sens et d'aspiration, rejoignez-nous dans Enquête. Salut Lucille. Salut Désirée. Alors Lucille, je commence le podcast toujours par la même question, qui est comment est-ce que toi aujourd'hui tu te considères, est-ce que tu te considères toujours en quête ou tu considères que tu as trouvé ta place et t'es parfaitement alignée? Je pense que si je suis là, c'est que je suis toujours en quête. Et que l'alignement, pour moi, c'est plus le travail d'une vie. Que juste à un moment T quand tu fais ton yoga et que tu te sens bien. Et c'est un peu l'histoire de mon parcours, parce que je suis une fille qui a une histoire de vie un peu biscornue, très impulsive et très intense aussi. J'ai 27 ans et ça fait 10 ans que j'expérimente plein de trucs. En gros, en 2 morceaux de 5 ans. D'une part, un gros morceau orienté autour de la citoyenneté, de l'encapacitation, de l'empuissancement, et un autre qui est très corrélé aux soins et aux liens, en fait. L'un dans l'autre, c'est un peu ces deux univers que j'essaye de mêler, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut aussi faire société différemment. Tout mon parcours, en tout cas, il est teinté de ça, et au plus que je m'avance vers l'alignement, au plus que je suis obligée de m'aligner, et au plus que je suis obligée de chercher. Voilà, quête infinie. C'est une quête infinie. Plus on creuse et plus on cherche en fait. Ça. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je suis en reconversion en cuisine. Du coup, j'entame depuis janvier un parcours à la source, en alternance, sur un titre de formation professionnelle commis de cuisine. Et j'ai entamé cette reconversion l'année dernière, un peu sur un coup de tête. Mais je pourrais expliquer un peu... Tu nous disais que tu étais impulsive tout à l'heure. Ouais. Enfin, impulsive. Disons que des fois, je prends des décisions par intuition qui sont pas toujours logiques et rationnelles, comme on pourrait l'expliquer de façon chronologique sur un CV. C'est plutôt des inspirations que j'ai et je me dis, ok, en fonction de ce que je suis là maintenant, de ce que je perçois, de ce que je me fatigue ou pas, où est-ce que j'ai envie d'aller et qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me donne de l'élan. Et la cuisine, c'est venu de cet élan-là, c'est que j'avais une boîte depuis 5 ans, enfin j'ai toujours une boîte, mais que j'ai décidé pour prendre soin de moi de plutôt ralentir. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Grenadine et l'idée, on est en coopérative, enfin je suis en coopérative d'activité d'emploi et l'idée c'est de pouvoir accompagner les personnes engagées à prendre soin d'elles. Ça vient de mon ancien parcours où j'ai fait énormément d'engagement associatif et où j'ai constaté qu'il y avait plein de gens qui avaient des élans pour renouveler la démocratie, renouveler la transition écologique. Le seul truc c'est qu'ils avaient plus d'énergie pour le faire. Et donc, moi-même, m'étant cramée dans mes engagements précédents, je me suis dit comment est-ce qu'on peut créer des espaces de ressourcement, de soins, de liens pour continuer à se donner de l'énergie et à lutter dans un monde qui devient de plus en plus dur, qui isole de plus en plus les personnes, qui devient de plus en plus dur économiquement. Du coup, moi, ma mission avec Grenadine, c'était d'ouvrir des espaces de formation, d'ateliers et d'encapacitation pour permettre à ces personnes-là de retrouver de l'alignement, de retrouver du soin, de retrouver de l'élan, en fait, et de la motivation. À travers des formations, des ateliers, des accompagnements individuels. Et vu que la conjoncture économique devenait de plus en plus aussi compliquée pour moi, parce que c'est très compliqué de vivre de ces métiers, en fait, de la facilitation, du coaching, vu que ça s'est énormément développé ces 10 dernières années. Du coup, je me suis dit, ok, comment je peux revenir encore plus à la racine de ce que j'ai envie de faire par une voie détournée, et c'est la cuisine. Et la place de la cuisine à la base, dans ta vie et dans ton parcours, c'était quoi ? C'est un peu un patrimoine familial, à la base. Je suis très gourmande, donc ça c'est une appétence. Et les compétences nous ont été transmises par ma maman.
notamment, qui nous a très vite avec mes sœurs, en tout cas moi et ma petite sœur, je sais pas pour ma grande, mais incité à faire de la cuisine. Et moi apparemment, je m'en souviens pas, mais j'ai des amis que j'ai revus lors de ma reconversion en cuisine, m'ont dit mais Lucille, tu faisais déjà des choux à la crème alors que t'avais 10 ans. Je fais comment ça? Genre je m'en souviens pas. Donc c'était la pâtisserie notamment, ça c'est vraiment mon truc. Mais du coup la cuisine c'est en fait je faisais la moitié des repas de Noël avec ma mère. Et c'est devenu un jeu en fait, c'est vraiment des petits trucs à la base, et puis j'avais mon carnet de recettes, et puis en fait voilà, et puis c'est toujours un patrimoine qui est resté, parce que c'est quelque chose qui est très créatif aussi pour moi, et c'est très nourrissant, et c'est très aussi dans l'instant présent, ce que j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est venu aussi par le milieu des formations, des séminaires, parce que j'ai dû aussi cuisiner pour mes propres formations, mes propres séminaires. J'ai été nourrie aussi dans les formations que j'ai faites. Et je trouve que, en fait, quand tu passes une formation et genre t'es à 8 heures à fond, et que genre t'as un bon repas, genre ça calme tout le monde, et toi ça te met grave en joie. Et c'est plus à cette place-là aussi. Je suis totalement d'accord, ouais. Donc ça te ramène à quelque chose d'émotionnel et une place que ça avait dans ta vie quand tu étais plus jeune, mais que tu n'avais pas envisagé comme un parcours professionnel. Ouais, c'est ça. Émotionnel, c'est pas le mot. Pour moi, c'est fédérateur, en fait. Là, tu as besoin de manger et c'est essentiel. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas forcément besoin de mon coaching, en fait. Je ne suis pas le centre du monde. Par contre, ils ont besoin de manger. Et ils ont besoin de quelqu'un pour leur faire à manger. Et c'est ça la réflexion de la reconversion. Ouais, en fait, quand je commençais à regarder mon compte de résultats, me dire putain, ça fait ça fait 3-4 ans que je suis comme ça en dents de scie, entre chômage, SMIC, c'est super. J'étais passionnée, mais à un moment je me suis dit je suis fatiguée en fait. Et j'ai besoin d'un travail alimentaire, et je me suis dit quoi de mieux que de faire à manger pour être nourrie en retour. Enfin, il y a quelque chose de, à la fois sur le plan très pragmatique, genre je peux faire de la cuisine partout. C'est un métier d'aventure, parce que je peux aussi cuisiner en Antarctique, en Amazonie, sur des bateaux. Enfin, en fait, ça ouvre et ça nourrit vraiment mon côté nomade, mon côté aventurière. Et en même temps, dans le contexte économique actuel, je trouve que c'est hyper essentiel. On aura toujours besoin de cuistots, de soignants, d'infirmiers, des trucs qui sont à la base de la société. Ouais. Quoi. Et donc, actuellement, là, tu t'es lancée dans le parcours, tu passes un CAP cuisine. Tout à fait. Du coup, c'est un CAP sur un titre professionnel commis de cuisine, donc c'est un équivalent CAP pour des personnes qui sont en reconversion, et dans une école qui est spécialisée sur le sujet, donc elle prend des personnes en reconversion professionnelle, et c'est une école qui est spécialisée sur l'éco-responsabilité de la restauration, et ils forment aussi bien techniquement que humainement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir changer les postures et les habitudes et les pratiques dans le management en cuisine pour éviter d'avoir des gens qui soient cassés humainement à la fin. Du coup, comment est-ce que cette école est venue dans ma vie ? En fait, moi, j'ai décidé en décembre 2024 donc, de me reconvertir en cuisine. J'ai d'abord eu une opportunité de déménager en Chartreuse, donc je venais de la région parisienne, et mon amoureux habitait à Voiron. Et donc là, j'ai un peu vu une espèce d'alignement des planètes en mode waouh, il y a genre une enseigne qui fait du bio local de saison, c'est à la fois un restaurant et une épicerie, qui cherche une cuisinière. Je suis pas cuisinière, mais par contre, je sais faire des plans de formation, parce que du coup, c'était mon ancien métier. Et donc, je leur propose de me former pour qu'elles soient rémunérées, que moi, je garde en gros mes allocations chômage, c'est un deal gagnant, et après qu'elles m'embauchent. Sur le plan, parfait. Du coup, je fais ce stage. Sur une décision encore d'intuition et d'impulsion, je déménage, alors que je ne suis pas embauchée et que je m'étais juré de pas le faire. Donc là, tu vois le truc, c'est-à-dire que je déménage en face du resto parce que j'ai pas le permis, parce que du coup, il faut résoudre les problèmes à l'envers chez moi. Et de façon très drôle à posteriori, parce que j'ai pas trop ri, en fait, au bout de 12 jours sur les 15 de période d'essai, ils m'ont dit ciao. Donc je me suis retrouvée je me suis retrouvée habitée en face du resto qui m'avait débauchée, avec une petite expérience en cuisine, mais pas du tout les qualifications pour. Les raisons pour lesquelles ils t'ont débauché, juste, c'était des raisons valables ou... A posteriori, oui, elles projetaient une peur que je sois pas autonome dans le poste, ce qui est logique parce qu'il faut 2 ans pour former un cuisinier. J'avais quand même réussi à envoyer 2 entrées, 2 plats, 2 desserts à raison de 20 couverts. Donc, pour pas venir du métier, j'étais quand même là.
Mais voilà, en gros, il me manquait des bases techniques, etc., que j'ai choisi de poursuivre après, ouais. Et donc, tu te retrouves à ce moment-là en face du resto qui t'a débauché, avec un plan? Et bah non, mais c'est pour ça que ma vie est très drôle, parce que du coup, je me dis, ah ouais, mais en fait, est-ce que je retourne dans l'entrepreneuriat pour développer Grenadine? Ouais, mais j'ai plus l'énergie, j'ai plus assez de chômage et pour me sécuriser aussi. J'ai pas le permis, donc je peux pas bouger dans la région. Enfin, genre, c'est une sorte de un grand marasme d'alignement. Mais t'avais confirmé le projet que la cuisine, vraiment, c'était ça qui te passionnait par contre? Tout à fait. Et en fait, c'est parce que j'ai une super mentor que je tiens aussi à remercier aujourd'hui, qui s'appelle Clémentine, qui m'a formée, qui m'a transmis en fait sa passion et qui m'a aussi transmis tout son carnet de recettes. Et en fait, je travaille à partir de ça maintenant. Et c'est une personne, qui a fait toute sa carrière en cuisine. Tu l'as rencontrée comment, cette personne? Via le resto. C'est la première. Enfin, c'était ma tutrice de stage, quoi, une de mes tutrices de stage. Et c'est aussi une voisine parce qu'elle habite le village d'à côté. Et c'est devenu vraiment une personne qui est chère à mon cœur en fait. Donc c'est aussi ça. La cuisine pour moi, c'est aussi une affaire de transmission. Et c'est un métier qui s'apprend par la transmission. Donc au moment où tu réalises que tu as du coup, économiquement c'est compliqué et que tu es un peu dans cette situation d'entre-deux. C'est ça. Et ce qui était très drôle, c'est que j'habite à Entre-deux-Guiers. Enfin, tu vois, genre j'étais vraiment entre deux. Enfin, c'est genre le nom de mon village, c'est Entre-deux-Guiers. Et donc c'est entre deux rivières. Et donc là, j'étais vraiment entre deux eaux, quoi. Enfin, genre entre deux feux. Incroyable, cette métaphore, j'adore. Ok. Voilà. Et donc en fait, comment est-ce que je rebondis? Peut-être que c'est ta question. Du coup, je laisse passer un peu le temps parce qu'il faut accuser un peu un uppercut. C'est comme ça que en tout cas, moi, ma vie, je fonctionne beaucoup par rebondissement. Et donc, en gros, je laisse passer un peu le temps. Je passe au RSA. Et puis, à un moment, il y a des personnes... En fait, là où j'habite, mon territoire est très, très actif. Et donc, en fait, il y a plein d'opportunités qui se font pas par LinkedIn ou par des réseaux sociaux comme toi, tu ferais parce que tu habites en ville, mais juste, en fait, par des réseaux WhatsApp ou genre un tel qui a entendu un truc. Et du coup, des gens m'ont recommandé pour, justement, faire des petits jobs et faire des essais en cuisine. Et en fait, j'ai rencontré dans ce cheminement-là, en octobre, Aurore, qui, du coup, gère, qui est la responsable RH d'un ESAT, donc c'est un établissement pour travailleurs handicapés, qui cherchait un moniteur de cuisine. Et du coup, en fait, je dis, en fait, je peux faire un essai. Et il s'avère que j'ai pas les compétences, parce que du coup, il fallait encadrer des gens dont c'était le métier. Donc, enfin, moi, c'était pas encore mon métier. Mais par contre, elle m'a suggéré la piste de l'alternance. Et là, je me suis dit, ting. Ok, en fait, il y a un parcours qui commence en janvier. Parce que là, tous les CAP sont fermés. On est en septembre, il faut s'inscrire en juillet. Moi, je me suis fait virer en juillet, donc en fait, c'était pas possible. Et donc, grosso modo, je dis, ok, il faut que je fasse cette école. Et let's go, en fait, je me lance, je trouve une alternance. Et c'est comme ça que du coup, on est maintenant en mai et j'y suis. Donc cette alternance et cette école qui se trouve où? Il me semble que t'es toujours entre deux eaux. T'es entre Paris et... Le nomadisme, ça fait partie de ma vie, le semi-nomadisme. J'ai à la fois besoin d'ancrage et de mouvement. Donc c'est difficile de composer avec ces deux composantes. Mais quand j'étais avec Grenadine, en fait, je reviens là-dessus parce que c'était vraiment un mode de vie que j'ai développé aussi via l'entrepreneuriat. Le fait d'être digital nomade, ça m'a permis d'aller voyager partout, de faire des formations partout et de recevoir des formations partout. Donc du coup, j'avais ma coloc à Fontenay-sous-Bois, j'ai un abonnement de train et en gros, je pouvais partir partout en France. Et donc j'ai continué à avoir ce mode de vie et là, du coup, j'ai juste déménagé. En fait, l'équation pour moi, elle était simple, peut-être pas le réflexe de tout le monde, mais j'ai déménagé, donc je m'ancre dans un territoire et je repars sur Paris pour pouvoir me former. Et en fait, ça me permet à la fois sur Paris d'avoir une sorte de vie culturelle, associative, de rencontres aussi, et d'amis que j'ai gardés, puisque je viens de ce territoire de base, et en même temps d'avoir toute ma vie entre montagne, forêt, apiculture, bons produits en Chartreuse. Et j'ai l'impression de pouvoir combiner... c'est assez joyeux pour moi de combiner ces deux parties de moi avec ces deux territoires, quoi. Et la vie parisienne te manque pas du tout? Non, parce que... c'est la complémentarité des deux qui te convient aujourd'hui. Oui, non, mais parce qu'en fait, je m'étais juré avant mes 30 ans de partir et de déménager ailleurs, parce qu'en fait, dans ces années, entre mes 16 et 26 ans, oula, ça me vieillit. En fait, du coup, j'ai découvert beaucoup de territoires via l'engagement associatif, via l'entrepreneuriat, et en fait, la France est incroyable, en termes de territoire. Et du coup, en fait, Paris, à côté, culturellement, c'est hyper intéressant, mais pour y vivre, c'est horrible. Et donc, en fait, c'est un peu la façon de combiner à la fois l'attractivité, les liens et tout que j'ai pu développer, le fait que ma famille y soit aussi, et puis le fait de pouvoir bénéficier aussi d'un cadre de nature qui, moi, m'apaise beaucoup et qui est aussi un peu essentiel pour mon fonctionnement.
Tu nous parlais au début du podcast d'épuisement, vraiment dans la première partie un peu de ta vie avec l'engagement associatif. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, a posteriori, maintenant que j'ai du recul, ouais. Ouais. Je peux en dire beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé à m'engager très jeune, j'avais 16 ans, avec cette question de comment est-ce qu'on peut faire démocratie ensemble et comment on peut faire comment je peux faire, parce que moi j'ai 16 ans et j'ai pas le droit de vote, comment je peux faire pour participer aux institutions. À l'époque, on est sur l'ère du 49.3, de la loi travail, de Nuit debout, qui sont du coup des espèces de grandes réveillées de la gauche, comme on n'en voyait plus. Moi, j'ai pas participé, mais ça m'a beaucoup impacté quand j'étais jeune. Et il se trouve que je faisais une spé sciences politiques à l'époque, en ES, quand j'étais du coup au lycée. Et ma prof de sciences politiques nous a transmis différentes façons de s'engager. Et donc, j'ai regardé, en fait, j'ai tapé conseil de la vie citoyenne jeune Malakoff. Et en fait, il se trouve qu'il y en a un qui s'ouvrait. Et je suis en mode, waouh, mais c'est ça. Malakoff, c'est la ville dont tu es originaire depuis 2 générations. Et non, mais c'est important parce que c'est aussi, sociologiquement, j'ai fait des sciences politiques. Enfin, il y a aussi un héritage politique entre les générations. Et donc, du coup, je me lance là-dedans. Et là, c'est genre une sorte de grande ouverture de tout un parcours où je me passionne de la démocratie, de l'éducation populaire et de comment est-ce qu'on transmet des outils pour sensibiliser les jeunes et les gens au fait qu'ils ont du pouvoir, en fait, de faire et d'agir depuis eux-mêmes pour faire société différemment. Et donc, ça a structuré en gros toutes mes études, tout mon parcours. J'ai fait du droit, des sciences politiques, j'ai été dans 1000 assos, dans des cabinets de mairie. Voilà, en fait, tous les étés, je faisais des stages pour me nourrir et pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on faisait. Il y a des acteurs sur le territoire qui faisaient différemment et des gens qui se bougeaient aussi pour que ça change. Et aussi pour allier la théorie que je voyais en cours avec la pratique et qui du coup, est hyper essentielle pour moi. Cependant, du coup, ce que j'ai pu constater, c'est que en fait, ça nécessite l'engagement associatif d'avoir certaines ressources, du capital économique, du capital social, du temps. Et donc, c'est des choses dont j'ai pu bénéficier à partir du moment, jusqu'au moment où j'étais chez mes parents, en fait. Oui, à part si tu décides, et ça faisait partie d'une de mes questions, de te lancer dans du salariat au niveau associatif. C'est ça. C'est peut-être pas la partie qui, toi, t'intéressait. Et en fait, c'est pas ce que j'ai pu choisir. Parce qu'en fait, il se trouve que c'est ce que j'ai envie de te dire aussi sur l'épuisement. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une vraie articulation entre les causes de mon engagement que je projette à l'extérieur et ce que je viens chercher dans le milieu associatif. Et c'est ça qui crée de l'épuisement et des burn-out en fait militants. Souvent, et j'étais la première à le faire, je vais chercher une cause associative pour quelque chose qui m'indigne, qui m'insupporte, et en fait que j'ai pas travaillé pour moi-même. Et en fait, moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'engager quand j'avais dans mes jeunes années, parce que j'étais assez mal dans ma famille. J'ai un contexte familial. Certes, j'adore mes proches, mais où, comme dans beaucoup de familles, ça a été compliqué. Et en 2017, j'ai vécu vraiment une vraie crise qui a changé toute ma vision de ce que c'était la famille, la société, l'entraide. Et donc, j'ai vraiment vécu une rupture qui, maintenant, aussi a signé un changement de personnalité. Je pourrais en revenir là-dessus. Et donc, l'engagement, c'était comme ma béquille pour retrouver du sens. Donc, une sorte de guérison via l'engagement. Exactement, mais je pouvais pas le nommer comme ça à l'époque. Et en fait, je voyais plein de gens au fur et à mesure qui, eux aussi, essayaient de se guérir ou de trouver des solutions dans la transition écologique, Et en fait, il y a une vraie résonance entre ce qu'on vit sociétalement et ce qui se passe intérieurement. Et donc, tu parlais d'alignement au début. Moi, c'est sur ça que j'ai décidé de m'engager après avec Grenadine, de me dire, en fait, je peux plus m'engager, mais je peux aider des personnes à être soutien pour qu'elles se réalignent et savoir si c'est vraiment ça, en fait, qu'elles veulent faire. J'avais effectivement identifié que, tu vois, le bénévolat, il pouvait y avoir d'ailleurs un réel problème, surtout quand tu reçois des bénéficiaires. Par exemple, tu as des bénévoles qui en fait ont des choses à régler et ça se sent. Après, tout ce qui est plaidoyer, j'avais eu tendance à penser que c'était un peu différemment. Le bénévolat était vécu de manière un peu différente. Là, tu soulèves un truc que j'avais pas forcément en tête. Je pense que ça peut se pratiquer différemment, néanmoins, en tout cas dans ce que j'ai pu... Pour les personnes que j'ai pu accompagner, et pour moi-même, en fait, les motivations, elles sont vraiment très personnelles. Et souvent, ce que j'ai pu constater dans mon travail, en tout cas sur les 5 dernières années, en écoutant plein de récits de vie et puis en accompagnant les personnes aussi, ça vient souvent se mettre dans des ruptures et des fractures de vie. Moi, l'engagement citoyen, associatif et politique, il est venu au moment même où ma conception de la famille a été... complètement changé en fait. Et j'ai changé aussi de personnalité à ce moment-là et ça a eu des impacts sur ma santé mentale que j'ai pas pu voir tout de suite mais que j'ai pu compenser
par les ressources que j'avais et par le milieu associatif. Et par d'autres liens aussi, parce que ce qu'on dit pas dans le milieu associatif, c'est que c'est ni des amitiés, ni du professionnel. Donc ça peut être très bien de se poser là pour à la fois avoir une proximité, une camaraderie, et en même temps de pas avoir les défauts de certaines relations amicales et familiales. Et c'est ça qui crée des problèmes, des fois. Tu nous parlais d'un changement de personnalité. Est-ce que c'est un changement de toi, de tempérament, de comment est-ce que tu réagissais aux choses? Tu nous parlais d'impulsion, toujours. J'ai l'impression que ça fait quand même partie de ta vie. Tu voulais dire quoi par ça? Disons que ces dernières années, j'étais plus sensibilisée, comme pas mal de gens, j'imagine, à la santé mentale. Et moi, ce que témoignent mes proches et ma famille à l'époque, c'est que effectivement, j'avais, il y a à ce moment de rupture, je suis passée en gros d'une Lucille conciliante qui essayait d'arranger tout le monde, etc., à une personne qui était très centrée sur ses objectifs, assez distante de mes proches, en tout cas de mon cercle intime. Mais en fait, c'est des questions qui m'activent, parce que c'est aussi des questions que j'enquête pour moi-même. Tu parlais d'être en quête. Moi, je suis en quête d'équilibre et de paix intérieure. Et en fait, il se trouve que je savais déjà vers mes 19 ans que j'ai eu des diagnostics, notamment de haut potentiel. Bon, maintenant, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt sur les recherches en psychiatrie. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours su que j'étais un peu différente ou câblée différemment. Et récemment, parce que j'ai rencontré mon compagnon il y a 3 ans, et il s'est fait diagnostiquer TDAH entre autres, et moi je me reconnaissais un peu dans ces symptômes. Donc actuellement je suis en cours de diagnostic, donc je peux pas dire j'ai un diagnostic et je suis ça. Par contre ce dont je peux témoigner, c'est que effectivement il y a eu comme une sorte de fusion intime entre cette rupture familiale que j'ai vécue en 2017, le changement de personnalité et mon désir profond de m'engager pour retrouver du sens. L'engagement, ça a été comme la jonction, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, comme une sorte de nouvelle famille, un nouvel objectif, et de ne plus réussir justement pour mes parents, pour d'autres personnes, mais pour moi, mais dans un moi qui était un peu fort. Ok. Et donc, je peux le nommer maintenant, mais du coup, je suis en cours de diagnostic, et l'hypothèse, en tout cas, qui est posée, je peux pas dire que c'est un diagnostic, puisque je l'aurai en juin, et encore, parce que les diagnostics en psychiatrie ça ne reste que des symptômes, et donc c'est délicat des fois de se positionner, on peut être dans une case puis en changer, voilà. Mais moi du coup j'ai un pré-diagnostic de trouble borderline. Ok. Et donc si vous allez sur internet, vous allez vous dire oh Lucille elle est suicidaire, voilà, en tout cas c'est pas le cas. Mais je peux avoir effectivement des symptômes associés à ce trouble que je ne connais pas encore, mais qui se manifestent vraiment dans ma vie par un vécu émotionnel intense, des décisions qui peuvent être impulsives, et c'est noté dans les symptômes que effectivement changer de voie professionnelle d'un coup, ça peut faire partie, en tout cas des comportements à risque. C'est pas forcément négatif de dire à risque, mais disons que je peux avoir effectivement des comportements qui, du coup, sont un peu en dehors de ce que les gens normaux ou typiques feraient. Et il y a aussi un aspect dans le social où je peux être, mais ça c'est dans mon rapport aux autres et au groupe, des fois un peu distante, des fois assez angoissée, et ça peut provoquer des montées émotionnelles et du coup des choses que j'apprends à gérer pour redescendre. Il y a aussi des pensées dévalorisantes. Ce que je veux dire par là, et parce que je suis pas experte de ce trouble dont je suis pas encore diagnostiquée, donc je veux pas non plus et des personnes qui sont concernées par ce trouble seraient bien plus à même que moi pour en parler, donc voilà, je veux quand même faire ce laïus. Mais moi, ça fait partie d'une découverte qui expliquerait beaucoup de choses dans ma vie. Et qui t'a détendu ? Et là du coup je vais avoir le diag, mais en tout cas quand on m'a prononcé ce mot-là, effectivement il y a une grande respiration dans mon corps pour me le dire, en fait ça explique aussi un vécu. Et donc ce trouble-là il est aussi intéressant parce que c'est des événements de la vie extérieure qui viennent comme développer une personnalité qui était déjà insécure. Moi ce que je peux nommer c'est que par exemple mon père je l'ai perdu à 2 ans et j'ai eu un environnement familial même si aimant, très insécurisant. Et donc il y a des événements de vie comme ça, ponctués, forts, qui peuvent fragiliser du coup une personnalité, mais qui aussi en font moi je me sens très forte et très résiliente, mais du coup c'est beaucoup de hauts et de bas qui sont aussi très fatigants sur la durée parce que ça nécessite beaucoup de repos en fait, et de gérer cette espèce de danse entre passion, intensité, mouvement et besoin en fait de prendre soin. Et lorsque tu disais aujourd'hui je suis aussi en quête d'équilibre, de trouver ma place, d'avoir déménagé, d'avoir cette complémentarité, est-ce que dans cette même veine
tu sais aujourd'hui ce qui te convient entre voilà, ton rapport avec ton compagnon, ton rapport avec ta famille, comme on est aussi là pour un peu discuter de notre quête en termes de femmes, potentiellement une vie de famille, vie avec ses amis. Est-ce que ça t'a aidé, ça, à savoir un peu vers où tu veux aller ? Je pense que c'est une brique supplémentaire. Je le vois pas comme, en tout cas si on parle de ce diagnostic-là, je le vois pas comme la chose qui va me soulager et qui va m'aider. C'est plus une grille de lecture supplémentaire comme toutes celles que j'ai acquises auparavant via des formations, via mes expériences, pour mieux me connaître. Et en fait, si on parle en termes de symptômes, oui, j'ai des symptômes, mais du coup, c'est super parce que ça me permet d'avoir une étude de mes besoins. Et en fait, de pouvoir aussi être accompagnée de façon plus juste aussi en thérapie. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de parcours associatifs comme des parcours un peu de guérison. En fait, ma suite, à la suite de mes engagements associatifs et des formations, ça a été de suivre des thérapies. Tout le monde n'a pas les moyens de financer ça, même s'il y a des dispositifs étatiques qui existent, et ça c'est chouette. Et puis entamer des thérapies, c'est hyper impactant parce que en fait il faut trouver les bonnes personnes, et souvent on peut être découragé parce qu'on trouve pas les bonnes personnes. Donc pour moi c'est une grille de lecture supplémentaire, et il se trouve que j'ai trouvé et je continue de trouver les bonnes personnes. J'ai aussi un environnement affectif beaucoup plus stable et qui est beaucoup moins tourné dans l'engagement, parce que j'ai trouvé, en fait, je commence à trouver les racines, c'était le nom d'un de mes ateliers d'ailleurs, racines d'engagement, les racines profondes de mes engagements. Et en fait, le fait d'être juste là, en soutien, très con, moi ça m'apporte beaucoup de paix. Et de savoir qu'aussi d'autres personnes sur qui je peux compter, qui m'aiment fort et que j'aime fort, peuvent être là, en fait, c'est déjà... je trouve que c'est l'histoire d'une vie, en fait, de pouvoir être à sa place, en lien avec les autres. Et ça m'apporte beaucoup de paix. Et finalement, avec du recul, parce que tu parlais de prendre des décisions impulsives, mais quand je te demandais par rapport à la cuisine, tu semblais quand même OK, affirmé en te disant que tu étais à ta place. Donc c'est pas un choix que tu regrettes, on est d'accord. Non, et ça peut paraître... c'est mon compagnon qui dit ça, il dit... En fait, tu fais des Lucille, c'est-à-dire que tu prends des décisions impulsives, créatives, qui sortent parfois de nulle part, mais ça fait sens a posteriori. Et en fait, je pense que je suis aussi une personne très très connectée à ses intuitions. Et en fait, j'ai pas forcément un cheminement de pensée qui va vers la tête aux tripes. Moi, je vais vers des tripes à la tête. Donc, je rationalise après. Et c'est pas du tout un choix que je regrette, parce que ça, en fait, j'ai beaucoup de compétences de mes anciens métiers qui sont très en lien, en fait, avec la cuisine. Le fait d'être créatif, de savoir s'organiser, de communiquer, de gérer des personnes sous stress, de se gérer sous stress, ça demande beaucoup de connaissance de soi. C'est un métier qui est en perpétuel mouvement. C'est un métier aussi où on transmet énormément et où faut le faire, quoi. Il faut le vivre. Et moi, c'est toujours des choses que, je pense, de tout ce que je t'ai raconté, je vis les choses. Et puis après, j'en fais des concepts, après, j'en fais des clés de lecture pour moi-même. Tu ne te verrais pas aujourd'hui, maintenant que tu en sais un peu plus sur toi, tu as du recul sur ton parcours. Tu disais que Grenadine, économiquement, financièrement, c'était plus possible, mais ça veut pas forcément dire que tu avais envie d'arrêter. Tu pourrais pas jongler un peu avec les deux projet cuisine et le projet formation. Et pour moi, c'est pas des opposés. En fait, j'ai pas arrêté Grenadine. Okay. Je l'ai simplement... Ça, c'est un truc qu'on pourrait développer aussi un peu plus longtemps, mais pour moi, l'entrepreneuriat, et c'est vraiment ce que j'ai appris, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre à ma juste mesure, c'est une quête. C'est-à-dire que c'est pas je vais faire mon business plan et je vais y arriver. Pour moi, ça, c'est des entrepreneuriats qui sont désincarnés. Les gens qui arrivent vraiment à entreprendre, à s'entreprendre eux-mêmes, c'est des gens qui sont des bâtisseurs de leur propre vie et qui ont assez de recul en tant que créateurs de projets pour pouvoir transmettre le sens avec toi. qu'ils mettent dans leur projet. Et moi, Grenadine, du coup, ça s'est pas arrêté, je continue les accompagnements, mais sur un rythme, du coup, qui n'est pas le même, qui ne me met pas en insécurité. Et c'est vraiment le chemin que j'ai actuellement, c'est de trouver les endroits, et même si c'est des tout petits endroits et où ça peut être franchement pas ouf de couper des carottes, mais si c'est juste l'endroit là qui me rend joyeuse et que je peux faire aussi avec tout ce que je connais de moi et mes capacités qui sont aussi plus qu'elles étaient avec la fatigue et avec tous les mouvements que j'ai engagés dans ma vie, c'est cool. Parce que c'est ce qu'il faut faire là maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui font de l'associatif qui ont vraiment les yeux plus gros que le ventre, pour reprendre une métaphore culinaire, et où des fois juste se dire les petites choses et les choses simples, c'est vraiment les choses les plus dures à atteindre. Et donc en gros, si couper une carotte, c'est pas philosophique, je te prie de me montrer le contraire. Mais donc, le projet idéal pour toi, là, si t'avais... donc là, t'es en CAP, tu fais ta formation. Ce serait quoi le projet idéal ?
Si tu avais à nous dire quelque chose avec une prise de recul, et est-ce que tu aimes aussi, toi, planifier ou justement, là, de ce que tu nous racontes dans l'entrepreneuriat, tu es en train quand même de encore réfléchir à ce qui te ferait du bien, ce qui ferait que tu serais encore plus aligné. En fait, le projet, il est un peu le même depuis une dizaine d'années, c'est juste, ça s'exprime sous différents prismes, en fait. Pour moi, l'idée serait d'ouvrir un lieu, et donc actuellement, je l'appelle un peu mon tiers-lieu, bar à chat, bar à jeu, lieu de convivialité, table d'hôte, enfin, et en même temps, c'est le moment de l'idéation, donc c'est normal que j'y projette toutes mes envies. En tout cas, ce que je constate, et ça vraiment prend sens aussi de par mon déménagement et l'ancrage dans le territoire que j'ai, il y a en fait énormément de personnes qui produisent des très bons produits, là où je suis. C'est à 5 minutes de chez moi, j'ai un maraîcher, à 5 minutes de chez moi, j'ai quelqu'un qui produit des salaisons, donc qui est boucher et qui produit des saucissons. Il y a des fromagers à proximité, il y a des pisciculteurs, enfin en fait c'est incroyable quand t'es cuisinier, genre t'as juste à sortir de chez toi et tu cuisines avec ce qui est local, tu vois. Et ça c'est génial. Et souvent bio et raisonné. Ouais. Exactement. Donc il y a ce lien-là. Souvent c'est des personnes on est dans un territoire de montagne, qui sont isolées aussi et qui sont un peu en silo. Donc pour moi l'idée c'est de pouvoir leur offrir un espace où on puisse, en fait par exemple coproduire, je sais pas, j'ai une voisine comme ça qui produit des samoussas, en fait qu'on puisse avoir une cuisine partagée par exemple, un séchoir commun. Et en même temps, ce serait un lieu où les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes trentenaires qui sont souvent remontés de Grenoble, de Chambéry, en fait, des villes, pour pouvoir s'installer en ruralité, qui ont aussi besoin d'endroits pour se retrouver, pour vivre de la culture, pour vivre des liens. Et donc j'aurais envie de mêler ces deux envies avec ma passion de la cuisine et de montrer qu'on peut faire une cuisine simple, saine, locale, tout en étant exigeant aussi sur les goûts, sur en fait le voyage qu'on peut faire aux gens via une simple assiette. Et pour moi, la cuisine, c'est un peu un point de convergence entre tout ça. Et donc voilà, je me mets en quête juste d'inspiration, de pouvoir en parler à des gens du territoire et de voir comment ça résonne. Et après, peut-être dans quelques années, une fois que j'aurai un peu fait mes marques en cuisine, l'idée, ce serait de pouvoir effectivement avoir le soutien de la mairie, de la Comcom, etc. pour pouvoir peut-être ouvrir un lieu. Cette reconversion, le fait d'être, tu vois, de retourner sur les bancs un peu de l'école technique, comment est-ce que toi tu l'as vécu ? Tout à fait bien, parce que comme je t'ai expliqué, en fait, ça fait 10 ans que je me forme et que en fait, pour moi, c'est un cycle continu. Je n'ai jamais cessé de me former depuis une dizaine d'années et je n'ai jamais cessé de transmettre. Pour moi, c'est vraiment, il y a ce que j'aimais beaucoup comme concept quand j'étais plus jeune, c'est la praxis, en fait. C'est comment tu arrives à tout de suite prendre un contenu théorique et puis te l'approprier en pratique et puis réfléchir dessus. Et pour moi, en fait, ça fait 10 ans que j'ai fait, mais je sais pas combien de formations, au moins une quinzaine. J'ai des fois dépensé des gros budgets là-dedans parce que ça faisait partie de mon métier. Mais en fait, ça fait aussi partie... Enfin, pour moi, retourner sur les bancs de l'école, c'est une continuité avec tout ce que j'ai fait, en fait. Juste là, j'ai une place d'apprenante et c'est super parce que du coup, ça me remet aussi dans mes baskets de personnes qui peuvent former ensuite. J'ai pas de prétention à former à la cuisine pour l'instant parce que c'est un métier avant tout technique et que j'ai pas encore les bases techniques, c'est pour ça que je les apprends. Mais c'est quelque chose que tu envisages potentiellement pour la suite avec... Pour la suite, du coup, dans l'école où je suis, il y a une deuxième année qui est possible à faire. Et donc l'idée, c'est qu'ils forment des cuisiniers, mais aussi des managers en cuisine. Et avec une dimension bienveillante et responsable. Et en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de pouvoir mêler toute ma carrière sur l'accompagnement, le soin, le lien, avec effectivement ces bases techniques qu'on me transmet pour pouvoir faire ça fait une petite boucle que tu boucles. C'est ça. Une énième. Mais qui fait sens dans ce parcours. Enfin, dans chaque parcours, on a l'impression au début, on part un peu parfois dans tous les sens, tout ça, mais au final, ça se recroise complètement. Et du coup, comment est-ce que tu vois cette reconversion ? Mais pas que sur le point de vue professionnel, sur le point de vue de toi, l'étape que tu es aujourd'hui. Tu as répondu à la question de la quête au début du podcast, mais comment est-ce que tu as senti ce parcours de changement ? Je pense que dans toute reconversion, il y a une question identitaire qui vient se caler, de changement d'identité. Du coup, c'est toutes les strates de ma personnalité qui changent. Et des fois, ça peut être franchement le foutoir. Parce que, en fait, je pensais être quelqu'un que je suis plus, qui est en quête. Et donc, ça cause plein de nœuds au cerveau. Et puis, en fait, je change de cercle social, je change de centre d'intérêt, je change de valeur. Et donc, en fait, toute la structure, c'est comme si ma colonne vertébrale se déstructurait pour, en fait, se recomposer différemment et se réaligner. Et moi, il y a un message que j'ai un peu envie de transmettre, c'est dans ces moments-là, c'est le bordel. Franchement, c'est pas agréable de vivre une mue, en fait, parce qu'une reconversion, on parle pas mal de... Enfin, moi, je parle plutôt de mue, en fait. Mais pour le coup, j'aime bien dire que c'est un peu une sorte de conversion à soi-même. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un vrai intérêt
à me redécouvrir sous certains prismes et avoir cette confiance, parce que du coup les cycles se répètent aussi à mesure que la vie avance, que j'ai les ressources pour pouvoir traverser les crises quand ça va pas, et que j'ai avancé aussi. Il y a des choses que j'ai traversées qui étaient dures, où j'avais pas les ressources et où je dois faire la paix avec moi-même là-dessus. Et où là, maintenant, j'ai les ressources pour me dire, ok, je peux me déployer différemment. Là, sur ma question de la reconversion, j'ai un logement à moi et j'ai un salaire. En fait, ça, c'est 2 piliers qui me permettent déjà de m'épanouir. Et donc, j'ai envie de transmettre ce message-là que, en fait, c'est cucu, mais en même temps, c'est un message que j'ai envie de transmettre aux personnes qui se posent vraiment des questions, parce que je suis là pour ça. Teste, expérimente. Et c'est ok d'être paumé. Et c'est ok d'être paumé, mais c'est cool aussi d'apprendre de ses errances et de ses erreurs, pour savoir vraiment si je suis au bon endroit. Et ça, c'est pour moi, ça se sent. C'est est-ce que j'ai de la joie à faire ce que je fais ? Et si j'ai de la joie à faire ce que je fais, et si j'ai des relations qui me plaisent, et si je suis juste contente d'être là où je suis, sans vouloir courir après le temps, après les gens, après l'argent, c'est certainement qu'il y a quelque chose là maintenant qui fait sens. Tu nous parlais de voyages, le fait que tu aies été nomade, que être semi-nomade, ça fait partie de ta vie. Est-ce qu'il y a des voyages comme ça, des endroits qui t'ont aussi un peu construite, qui t'ont fait réfléchir à des choses Waouh, question très pertinente. Ouais, on va dire que de 2020 à 2023, j'ai énormément exploré des initiatives dans le milieu de la transition écologique. Donc je suis allée faire des parcours du coup sur la coopération, je suis allée visiter des écolieux et j'ai aussi rencontré 2 nanas très chouettes avec qui on a fondé une asso qui n'existe plus, qui s'appelle EO Transition, et où on faisait partir des gens sur les routes sans argent en autostop. Et en fait, on a fait des tas de voyages, en tout cas un voyage comme ça, donc le prototype de ce voyage qui s'appelle Transition Express. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert aussi le monde des alternatives, via le voyage, via des voyages alternatifs comme le fait de juste prendre ton pouce et en fait d'être pris en voiture. Et du coup, ça fait, pour le citer, j'ai pas pris l'avion depuis mes 18 ans. Si, j'ai pris l'avion je n'ai pas pris l'avion hors Europe depuis mes 18 ans, donc ça fait 10 ans que j'ai pas pris l'avion. Donc c'est un vrai engagement écologique aussi. L'année dernière, on est parti en Écosse en train avec mon amoureux. Là, je pars en Suède en train. Génial. Et c'est chouette. Et en fait, pour moi, dans le voyage aussi, et dans ces modes de voyage un peu slow, il y a une vraie dimension de relier le voyage à un voyage en soi. Et donc, quand je prends le train... Le trajet fait partie du voyage. C'est ça. Et pour moi, tu vois, il y a aussi un rapport à la lenteur, et donc qui est essentiel aussi pour reprendre possession de ce monde qui court, mais tout le temps. Et le fait de prendre l'avion, pour moi, ça peut être intéressant, mais pour des occasions vraiment exceptionnelles, qui motivent un voyage de plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, il y a une vraie réflexion pour moi sur le nomadisme, oui, mais comment ? Et donc, grâce à Marie notamment et Anne, j'ai énormément appris sur ces sujets. Et ça a fait partie de mon identité, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à... Donc, il y a toute la partie cuisine où, en plus, tu es dans une école spécialisée là-dedans. Mais tu vois, moi, en tant que simple... je m'appelle citoyenne, consommatrice, c'est hyper dur au quotidien de rester alignée avec, tu vois, certaines valeurs environnementales. Tu es très vite confronté à te dire, en fait, c'est difficile, c'est pas évident, cette vie-là. Comment toi, est-ce que tu arrives au quotidien à donner cette place-là, en plus d'avoir été engagée, en plus de t'engager là dans une cuisine saine, plus éthique et plus environnementale? En fait, je pense que c'est très marrant parce que j'ai été voir un spectacle vendredi d'une nana qui s'appelle Adèle Barbers et elle posait la question de comment est-ce que elle interpellait le public sur savoir comment vous êtes écolo au quotidien. Et moi, je l'ai interpellée et je fais je vais au stop au boulot. Et elle me fait pardon, et j'étais là en mode ah oui, en fait, c'est vraiment pas commun. Et en fait, pour moi, c'est une affaire de choix, c'est-à-dire que en fait, tu fais aussi face à un contexte. Moi, j'ai choisi de déménager, c'est vachement simple en fait. En fait, c'est simple d'avoir un SMIC et de pouvoir vivre à peu près décemment, mais parce que j'ai un territoire aussi où mon budget course par semaine, c'est en légumes, c'est 20 €. Et que j'ai fait un choix aussi de reprendre une alternance parce que économiquement, c'est avantageux pour avoir certaines aides. Donc en fait, je suis une hackeuse en fait. Enfin, si tu veux, pour moi, il y a une dimension politique dans
qu'est-ce que tu prends du système et que tu t'appropries pour que du coup tu puisses faire des choix qui soient un peu plus alignés avec toi. C'est pas toujours possible et je pense que c'est important des fois de faire la balance et de dire que tu peux pas être bon partout. Et moi tu vois par exemple j'ai été au boulot en stop mais parce que je suis précaire et que en fait je peux pas pour l'instant m'acheter de voiture et en fait j'ai déménagé sur une décision un peu impulsive et où je me suis dit en fait je suis dans un territoire rural et donc en fait je peux pas me déplacer, il y a des bus mais il passe pas tout le temps quand j'ai besoin. Ou alors le vélo. Mais... je te prie de faire du vélo avec un 400 mètres de dénivelé. Oui, d'accord, ok. En montagne, c'est pas toujours facile. Non, mais t'as raison. Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, ta perspective, elle est très citadine. Et en même temps, la mienne devient très rurale. Et en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est vraiment de dire, tu peux pas être bon partout, mais il faut choisir ses combats. Et moi, je pense qu'actuellement, en fait, j'ai choisi mon combat en faisant à peu près ce que je pouvais, mais c'est de la débrouille, en fait. L'écologie, c'est aussi ça. Enfin, il y a de l'écologie de la précarité, l'écologie de la débrouille. Et je pense que on n'est pas tous des bobos à faire de l'écologie, à mettre de la conscience dessus. Moi, je viens d'une classe sociale où effectivement c'est plus facile de mettre de la conscience écologique parce que de par mes origines sociales, mais il y a des personnes qui font de l'écologie parce que en fait elles n'ont pas les moyens. Et en fait c'est une écologie de classe. Oui, pas prendre l'avion, pas partir en vacances, exactement. Voilà, mais du coup, pour moi il y a une voie un peu d'entre-deux de se dire où est-ce que quel combat je choisis, parce que c'est ça aussi qui m'apporte de la sécurité et du confort. Tu nous parlais de ton compagnon et donc de la personne avec qui tu pars en Suède, en train, donc ça veut dire que les deux vous êtes alignés sur votre engagement, il n'y en a pas un qui est plus engagé que l'autre. Non, il n'y a pas une personne qui est engagée plus que l'autre, par contre, en fait c'est mon compagnon, mais il faut savoir que du coup je suis en relation non monogame, et du coup j'ai une pratique du polyamour, donc en fait pour moi effectivement cette question-là elle est intéressante, mais elle soulève d'autres questions dans ma vie aussi. Que j'ai pas vu venir, du coup, mais que vu qu'on est sur le podcast Enquête, on va en discuter. Donc, tu vis actuellement toute seule avec plusieurs relations. Exactement. En fait, du coup, mon compagnon, c'est mon compagnon principal. Donc, en fait, il y a plusieurs modèles dans la non-monogamie. Donc, la norme, pour expliquer brièvement, c'est le couple hétéronormé monogame. Moi, ça fait... donc, j'ai commencé avec ce modèle, bien que je sais que je suis bisexuelle depuis en fait, le début de ma vie. Ok. Mais... parce que dans le chemin affectif amoureux, c'est comme ça qu'on t'apprend et c'est comme ça que tu vois. Et donc j'ai eu j'ai eu des relations successives de ce type-là. Et puis, à un moment dans ma quête, j'ai commencé à comprendre que je répétais les mêmes schémas dans les relations, notamment de souffrance, etc., liés peut-être à cette pathologie et à ce trouble que je vais découvrir bientôt. Et du coup, je me suis dit, ok, vu que dans ma vie, je rencontre pas mal de personnes qui sont un peu les mêmes, enfin, en tout cas des archétypes, je me suis posé la question de me dire, ok, en fait, selon ces archétypes, qu'est-ce que je peux apprendre ? Et en fait, est-ce que le problème, il serait pas dans le couple ? Parce que j'ai été beaucoup en couple, mais je voulais souvent discuter avec mes partenaires d'ouverture, sachant que je suis bisexuelle et que je peux pas renier une partie de moi qui est de vouloir avoir des relations avec des femmes. Donc la non-monogamie, elle est partie de cette inspiration-là. J'ai eu beaucoup de ratés, parce que le chemin de la non-monogamie, c'est un chemin long. Enfin, en tout cas, pour des personnes, pour mon parcours, ça a été long et c'est toujours une quête. Et jusqu'à, en gros, je te la fais courte, mais à rencontrer mon partenaire actuel, qui lui est non monogame depuis 10 ans. Donc on a 9 ans d'écart. Et où j'ai dit au début, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh non, surtout pas un polyamoureux, s'il vous plaît. Et, donc t'étais ferme à l'idée, toi. Ah ouais, je voulais pas. En fait, je sortais d'une relation libre qui s'était mal passée. Et j'étais là en mode, le couple, pas trop. Et en même temps, full polyamour, franchement, je peux pas. Et puis en fait, ça s'est fait juste parce qu'on est tombé amoureux. Et c'est pas tombé sur un cheveu sur la soupe, mais lui, il a été très clair et très transparent et très éthique sur ses autres relations. Et en fait, il y a un moment, il y a un choix qui s'est fait d'être vraiment ensemble. Et donc, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs formes de pratique du polyamour. Et puis même en soi-même, on peut changer de modèle. C'est au cours d'une vie. Et donc, il faut pas croire aussi, parce que sinon je vais faire un cours, mais que c'est des pratiques de libertinage ou c'est des pratiques... Enfin, chaque monde est très spécifique. Mais en tout cas, il y a des pratiques de non-monogamie éthique. Et donc, c'est l'idée de se dire, j'affirme que j'ai plusieurs partenaires avec lesquels j'ai des liens amoureux, affectifs, sensuels, sexuels différents, avec des intensités différentes. Et je suis en capacité de tisser des différentes relations selon
mon agenda, qui je suis, comment j'évolue. Et l'idée, c'est que chacun le sache. C'est le contraire de l'infidélité. J'ai pas les stats, mais je sais que pas mal de couples se trompent au cours de leur vie. Oui, mais je crois que c'est plus de la moitié. Hein. C'est voilà. Genre, Et moi, je pars du pari que, et ça c'était très jeune, dès mes premières relations, que si j'aime vraiment une personne, je veux son bien, je veux qu'elle soit heureuse. Et en fait, la sexualité, la sensualité, l'affectivité, ça fait partie des besoins naturels des êtres humains. Et que je ne peux pas être la seule personne qui comble les besoins de l'autre. Ça, c'est pour moi c'est un mensonge. Et c'est devenu un mensonge. Bien que c'est un mensonge auquel que j'aime bien croire. Parce que c'est rassurant de croire à ça. Et parce que c'est tout ce que les films nous rabâchent depuis qu'on est petite. Et maintenant, voilà, ce que je peux dire, c'est que j'ai 2 amoureux, que je commence 10 ans après la découverte de ma bisexualité à avoir des relations avec des femmes, et que je chemine sur le fait de me dire, avec mon compagnon, on a pris le modèle classique de couple avec cette dimension non monogame, donc on est partenaire principal. Mais du coup, vous ne vivez pas ensemble ? On ne vit pas ensemble. Ok. Par choix, pour nos propres besoins. De base, c'est pas la non-monogamie qui a décidé de ça. Ok. Mais ça a fait partie des critères de décision, parce que moi, en fait, il y a aussi une asymétrie d'âge, de pouvoir, de relation, de capital économique, tout simplement, de par nos histoires et notre différentiel d'âge. Et donc, ce qui fait que moi, là où j'en suis dans ma vie, c'est important de pouvoir habiter seule pour faire l'expérience d'être autonome. Et en fait, c'est tout le fil conducteur, je pense, de ma vie, et de particulièrement cette année, de viser l'autonomie financière, économique, relationnelle, affective. Et en fait, le polyamour, pour moi, est une voie intéressante, bien que très challengeante, pour aller au plus proche de mes besoins, pour éviter que l'autre ne devienne ma béquille, qui réponde à ses besoins, et que je puisse pas me dire « Putain, j'ai juste envie de passer une soirée seule, quoi. » Ouais. Et ça, c'est OK. Pour autant, tu as déménagé en te rapprochant de lui. Ouais. Mais en fait, pour moi, ça n'enlève pas le chemin d'amour. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est un peu comme un bouquet de fleurs. Genre, tu le composes. Et en fait, il change au fur et à mesure de qui je suis. Donc actuellement, Aurélien, c'est la personne que j'adore, que j'admire, avec qui j'ai envie de... Il y a un sentiment fort de famille, en fait. Et avec tout ce que j'ai vécu aussi avant, c'est sécurisant de pouvoir retrouver ce foyer. Mais il y a certains aspects de ma vie qu'il ne nourrit pas. Et je vais pas dire « super ». Des fois, c'est challengeant, mais ça m'invite à m'autonomiser et de me dire « Ah, mais en fait, avec cette personne, je développe autre chose. » Et finalement, c'est aussi une réflexion politique, je trouve, dont il m'a beaucoup nourrie et dont je me suis beaucoup nourrie par des podcasts, des lectures, etc. De dire que finalement, peut-être qu'on peut redéfinir notre modèle relationnel en mettant plus l'amitié au centre. Pourquoi est-ce que la famille serait mais on en parle pas mal en ce moment. Ouais. Mais parce que c'est très capitaliste, en fait. Non, tes béquilles au quotidien, ça peut très bien être tes amis, et il faut leur mettre une place tout aussi importante dans ta vie. On a une tendance à favoriser le couple, ça c'est clair. Et parce qu'il y a une structure de production qui vient de l'industrialisation, etc. Pour moi, il y a une façon aussi de redéfinir nos relations qui est importante. Et donc, tu vois, on parlait peut-être de famille. Pour moi, c'est pas antithétique de construire une famille avec ce partenaire, de pouvoir me projeter d'avoir des enfants, mais peut-être parce que je suis une inventeuse et que j'adore les modèles qui sont alternatifs, de construire une famille autre, avec peut-être 2-3 figures parentales. J'ai connu moi-même l'insécurité affective quand j'étais plus jeune, et donc en fait un modèle familial aussi de recomposition, parce que ma mère s'est mariée quand j'avais 5 ans, et donc en fait la famille pour moi, j'étais au milieu mes grands frères et grandes sœurs biologiques et ma demi-sœur, et en fait ce qui est très marrant, c'est que je me sens plus proche maintenant de ma demi-sœur que de mes frères et sœurs. Donc pour moi, la notion de famille et la notion de famille choisie, elle devient de plus en plus importante. Et je pense que, tu vois, pourquoi est-ce qu'on privilégierait plus la famille avec des liens qui sont souvent toxiques quand on sait que l'inceste ravage des familles, quand on sait que la pédocriminalité existe. Faut pas que voir ça, mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi des façons, parler de sécurité, de confort et de paix, de pouvoir se mettre en lien avec des personnes juste qui nous font du bien, et c'est pas parce que je partage mes gènes avec ces personnes que je suis censée les aimer. Et c'est hyper dur à assumer ça. Mais je pense que c'est aussi un chemin de soin de soi et de soin de la relation. Des fois, que de dire je ne veux plus être en relation avec toi, bien que je te respecte en tant qu'être humain, mais c'est pas parce que tu es mon frère, ma sœur, ma tante, ma cousine, que je te dois plus que des personnes qui ont vraiment cheminé avec moi et qui m'ont aidé à traverser des épreuves de vie là où toi tu n'étais pas là.
et sans accusation. Et ça fait partie donc de la rupture familiale dont tu parlais, qui a fait que tu as changé aussi ta façon de voir les choses, de la famille. Tu nous disais là que tu es en réflexion quand même pour après, donc tu n'as pas d'idée de comment, parce que là on a parlé beaucoup du pro, de où tu te vois plus tard. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vient ou tu es complètement encore en questionnement là-dessus, sur le fait, là pour le moment tu habites toute seule, tu prends ton indépendance économique, financière, et plus tard, comment est-ce que tu te vois ? Tu veux dire sur la question de l'habitat ? Sur la question de l'habitat, de toi émotionnellement, avec les gens qui t'entourent, donc tes amis aussi. Ouais. Je pense que je peux pas répondre à cette question parce qu'on peut pas, je peux pas savoir qui je serais. Enfin, tu vois, à 18 ans, je me disais que je serais doctorante en droit. Et maintenant, si tu me dis 10 ans après que je suis cuisinière, je t'aurais rigoler à la gueule. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux, je trouve. C'est moi qui étais une très grande planificatrice, une très grande anxieuse, qui avait besoin que les choses soient hyper carrées, toujours. Mais j'apprends aussi à, via les milliers de rencontres que j'ai faites, me laisser imprégner par l'autre pour devenir qui je suis. Parce que pour moi, en fait, on est des êtres de lien. Ce que je suis, c'est la somme des relations que j'ai rencontrées et qui m'ont faites. Et c'est pour ça que là, je lis un bouquin de Claire Marin sur les ruptures. Les rencontres et les ruptures nous façonnent. Autant qu'elles nous permettent d'être à un endroit de connaissance de moi et de justesse au plus près. Et c'est pour ça que je trouve les personnes de 50 ans géniales et les personnes de 60 ans géniales, parce qu'elles ont tellement bavé, elles se sont tellement pris de baffe que... Oui, il y a un côté de sagesse. Et de sérénité face un peu à... Ou pas. Si elles n'ont pas choisi ou elles se sont pas écoutées. En tout cas, moi, des personnes qui me touchent beaucoup, c'est des personnes qui, à 50, 60 ans, ont la pêche, rayonnent, ont aussi, j'imagine, fait des choix de vie qui allaient vers ce sens-là, du moindre effort, mais de l'effort du son. Je propose qu'on finisse sur ces belles paroles qui font bien écho. Et sans ça, moi aussi, ma quête d'alignement est là dans mon parcours de reconversion. Merci beaucoup, Lucille. Merci, j'espère que mon témoignage a été fructueux pour des personnes qui m'écouteraient. Je peux dire que l'échange avec Lucille était complet. On parle d'une réelle recherche de soi au niveau professionnel et personnel. Et l'on comprend en l'écoutant que les deux sont intrinsèquement liés. Lucille nous dit qu'elle a pris des décisions impulsives et qu'elle a l'impression de faire les choses à l'envers. En creusant, j'ai découvert le travail de la professeure et auteure Herminia Ibera, qui explique, au lieu de faire un gros travail d'introspection et de bien réfléchir avant d'opérer un changement majeur, comme une transition professionnelle, le seul moyen de savoir ce qui nous plaît est de se connaître et d'agir, d'expérimenter, de tester et ensuite d'analyser. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner. À très vite sur Enquête.